Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le webinaire Prévention de Collecteam. Aujourd'hui, nous allons parler en ce début d'été d'activité physique, de sport, de santé, mais aussi d'activité physique, sport et santé au travail. Et donc pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Florine Vasilkamp. Bonjour. Bonjour à tous. Donc vous êtes kinésithérapeute, mais auparavant vous étiez sportif de haut niveau. Oui. Et puis, dans quel sport? Dans le rugby. D'accord. Et puis, vous êtes aussi préparateur physique. Alors, tout le monde a une idée assez précise de ce qu'est un kinésithérapeute, un kiné. Tout le monde le sait, mais un préparateur physique, c'est quoi? Un préparateur physique, c'est quelqu'un. Il faut que je commence un petit peu plus tôt. C'est un métier qui est arrivé en France assez tard, début des années 2000. Les premiers diplômes de préparateur physique, ils ont été développés à Dijon et à Lyon. Maintenant, c'est un petit peu démocratisé un petit peu partout en France. Mais j'ai eu la chance de le faire, ce diplôme à Dijon, début des années 2000, 2002, 2003. Et c'est tout simplement, on s'occupe de travail physique, parce que dans le sport en général, on va travailler à la fois la technique, le mental et le physique. Donc moi, je m'occupe tout simplement de travail physique et essayer de corréler le travail physique avec la technique et le mental. Alors, est-ce qu'il existe une différence entre l'activité physique et le sport? Parce que souvent, quand on discute avec des amis ou de la famille, on parle indifféremment de sport ou de faire de l'activité physique. Pour nous, simples citoyens, je dirais, c'est la même chose. Est-ce qu'en réalité, c'est la même chose ou pas? Non. C'est pas du tout la même chose. L'activité physique, ça englobe le tout. Donc, c'est l'exercice physique. C'est le moment quand vous y allez faire de la course à pied, du vélo, de la natation. Là, vous faites une activité physique. Le sport, ça englobe à la fois l'exercice physique, mais fait partie de l'activité physique en général. Et le sport, c'est tout simplement quand vous êtes dans un club, dans une association, et que vous avez un but dans cette association ou dans ce club-là qui participe dans une compétition ou tout simplement dans un championnat, ou des trucs comme ça, tout simplement. Ça veut dire que si je fais de la course à pied tout seul, 3 fois par Vous faites de semaine, l'activité, vous faites un exercice physique. et si je veux le faire dans un club et que je participe à des courses Là, aussi, vous faites du sport. d'accord. C'est ça. Alors, dans l'activité physique, comment dire, dans le mouvement physique, ça peut être la même chose entre les deux. Simplement, c'est le cadre dans lequel. L'objectif, c'est le cadre dans lequel on le fait, c'est pas le même. Oui. Au moment quand vous faites du sport, vous avez une fédération au-dessus de vous, vous êtes affilié à une fédération, à un club. D'accord. Alors, l'Organisation mondiale de la santé nous dit qu'il ne suffit pas de ne pas être malade pour être en bonne santé. Être en bonne santé, c'est plus que ne pas être malade. Au niveau physique, quels seraient vos conseils pour que chacune et chacun d'entre nous reste plutôt en bonne condition physique? Là-dessus, c'est quelque chose qui est très important, c'est notre culture. C'est une question de culture à la fois euh, sportive et à la fois alimentaire. Donc, pour être en bonne santé, il faut lier les deux. Il faut pas partir à faire de l'activité physique tout simplement en pensant qu'avec seulement avec l'activité physique, on va être en bonne santé. Non, tout est lié. Notre style de vie, notre alimentation, toutes ces branches-là, ils sont étroitement liés pour pouvoir être en bonne santé. C'est pas tout simplement l'activité physique seule. Vous voulez dire que si je fais de l'activité physique 3 fois par semaine, mais que j'ai un déficit de sommeil toutes les nuits de 1h30 ou de 2 heures, j'ai beau faire. Vous allez être encore plus en déficit à la fin de la semaine. Oui. Et donc être en bonne santé de ce côté-là nécessite physiquement de bien dormir aussi. Exactement. Bien dormir, bien se reposer, être capable à comprendre notre corps. Et le corps, il va vous donner tout simplement tout pour vous expliquer quand vous pouvez faire et quand vous ne pouvez pas faire. C'est tout simplement, il faut s'écouter. Et pour ça, il faut avoir une certaine éducation pour pouvoir le faire. Il faut s'écouter et il faut être éduqué pour l'écouter. Oui, c'est pas évident de repérer
les signes que le corps envoie. Non. Souvent, c'est un peu comme la soif. On pense qu'on commence à se déshydrater quand on a soif, alors qu'on est déjà bien déshydraté quand on a soif. Exactement. Et au niveau physique, quand on commence à avoir des douleurs, est-ce que c'est qu'on commence juste à être en difficulté ou qu'on est déjà bien en difficulté? Les douleurs, c'est pareil. Les douleurs, il faut apprendre à connaître les douleurs. Parce qu'on peut très bien faire de l'activité physique avec des douleurs. Mais quel type de douleur et jusqu'où on peut aller? C'est ça qui est difficile aussi. Les douleurs il y a plusieurs types de douleurs. Donc, du moment qu'on ne connaît pas ces douleurs-là, donc on peut pas continuer ou pas continuer l'exercice. Donc, du moment qu'on connaît les douleurs, la nature des douleurs, on peut peut-être continuer si on a des douleurs musculaires tout simplement parce qu'on a fait une activité physique 1 ou 2 jours avant, sachant que en général on va avoir des douleurs 48 à 72 heures après un exercice physique. C'est ce qu'on appelle les courbatures. Les courbatures. Donc là, on peut facilement aller continuer l'exercice et faire une activité physique. Et après, c'est pareil, il faut doser en fonction des douleurs, les douleurs qu'on a. Si c'est des douleurs qui sont irradiantes, là-dessus, non, il faut tout simplement stopper toute activité physique et voir le médecin pour comprendre. Les douleurs irradiantes, elles peuvent être à la fois au niveau cervical ou lombaire, des douleurs qui peuvent nous ramener à penser à autre chose. Pour un public comme moi qui vient de dépasser la cinquantaine de 2 ans, si je décide de me mettre au sport de façon un peu intensive en me disant « Ah, c'est l'été qui arrive, je vais être beau sur la plage » et que je m'inscris au CrossFit, par exemple, est-ce que c'est un bon conseil? Ils vont pas aimer. N'importe qui peut aller faire du CrossFit ou des activités, mais à partir d'un certain âge, 40, 45 ans, il faut impérativement faire un test d'effort pour pouvoir y aller, commencer à faire une activité physique assez intense. Donc, il faut impérativement faire un test d'effort, voir son médecin traitant et faire un test d'effort. Le CrossFit, c'est un sport qui est assez, on va pas dire bizarre, mais c'est très difficile de le commencer à votre âge parce que ça demande d'avoir une technique irréprochable sur certains mouvements. Et cette technique-là, ils sont très difficiles d'acquérir à partir d'un certain âge. Ou sinon, on peut arriver, mais très difficilement. Donc, c'est pour ça que j'évite à envoyer mes patients, la plupart d'entre eux, à faire ce type d'activité physique. S'il y en a certains qui veulent le faire, le mieux, c'est par exemple d'y aller pendant quelques mois dans un club d'haltéro pour apprendre les mouvements et faire, même si dans le CrossFit, c'est pas que les exercices d'haltérophilie, il y a beaucoup d'exercices avec son propre poids du corps, mais qu'on part de rien, tout simplement pour avoir un corps magnifique pour l'été, peut-être il faut commencer autre chose, faire autre chose, et aller un petit peu plus doucement. Plus doucement, oui. Ouais. On parle des cadres qui, après une journée de travail stressée, vont faire du squash et se blessent. C'est bien, mais c'est toujours... Moi, je préfère avoir comme patient au cabinet quelqu'un qui fait une activité, qui fait du squash, qui vient au cabinet parce qu'il s'est fait mal. Je préfère avoir ce type de patient-là que celui qui vient me dire qu'il a mal au dos, il a mal à l'épaule parce qu'il est resté à regarder la télé toute la journée. Alors, la télé ou l'écran d'ordinateur? Ou l'écran d'ordinateur. Donc, c'est ça qui est la problématique aujourd'hui, c'est qu'on a des pathologies qui sont de plus en plus fréquentes, des personnes qui ne font pas une activité physique. Donc, je redis encore une fois, je préfère avoir quelqu'un qui se fait mal, même au CrossFit, parce que je sais d'où je pars, je sais ce que s'est passé, que quelqu'un qui vient me dire qu'il a mal quelque part parce qu'il est resté au bureau pendant toute une journée à regarder son ordinateur, ou tout simplement il est resté à la maison à regarder le Tour de France. Et il s'est endormi devant le Tour de France parce que la plupart d'entre nous, ce qu'on va faire la partie de milieu, le Tour de France, on va regarder le début et la fin, et qu'il s'est endormi sur le canapé dans une mauvaise position, il a mal à la nuque. Donc
Depuis les années 60, on a eu une augmentation des employés de 60% et les cadres, il y a plus de 300% de cadres en plus que dans les années 60. Beaucoup travaillent devant des ordinateurs en posture fixe, comme ça, pendant des heures, 7, 8, 9, 10 heures par jour. Est-ce que vous avez un conseil pour ces personnes-là, justement, sur leur santé physique? Bah, sur le lieu de travail, j'ai regardé un tout petit peu vos locaux qui sont magnifiques. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, tout simplement, en changeant tous les 1 heure et demie, la position dans laquelle on est assis au bureau. Donc, même si on a des fauteuils qui sont très confortables, peut-être que changer avec un Swiss Ball ou les fauteuils qu'ils ont à la place du siège pour une demi-sphère, ça peut aider tout simplement parce que le fait de rester sur ces surfaces qui sont pas tout à fait stables, ça nous aide à travailler les muscles érecteurs et ça va être bénéfique pour nous. Marcher tout simplement ou avoir des tapis de marche dans lesquels on peut mettre notre ordinateur et continuer à travailler en marchant. Ou tout simplement dans une des pièces que vous avez ici dans les locaux, aménager une salle de gym. On en a une. C'est magnifique, je l'ai pas vue. On ira la voir après. Et où les gens, ils peuvent y aller, dépenser 30 minutes de l'énergie pendant 30 minutes dans la journée et ça sera vraiment bénéfique pour eux. Donc, et d'un côté, changer de posture, changer de siège, de table, peut-être, travailler dans des espaces différents, un tout petit peu, marcher un peu, et puis peut-être faire un peu d'activité physique. À un moment donné dans la journée. Quand on parle des troubles musculo-squelettiques, on pense au métier du soin, qui sont fortement exposés, entre autres. C'est pas les seuls, c'est pas les seuls, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des gestes ou des postures, vous me parliez tout à l'heure de la question de la force musculaire, du tonus musculaire pour certains mouvements. Est-ce que il y a des conseils que vous pourriez nous donner sur ça? C'est tout simplement pour éviter toutes ces problématiques-là. On va prendre même tout simplement dans le métier médicaux, les dentistes qui ont tout simplement une position assez bizarre pendant les soins. La plupart d'entre eux, ils vont travailler au-dessus de la tête du patient ou ils sont toujours sur un côté, donc ils vont avoir des mouvements qui sont assez difficiles au niveau pour la colonne vertébrale. Donc il faut tout simplement travailler et faire des gestes qui sont complètement opposés à ce qu'ils ont fait dans la journée. Vous voulez dire quoi par des gestes opposés? Donc ils font des mouvements compensatoires. C'est-à-dire concrètement? C'est-à-dire concrètement, par exemple, si on va rester toute la journée au-dessus de notre patient à regarder devant soi, va faire des petits mouvements d'extension au niveau des cervicales et de la zone lombaire qui vont compenser un tout petit peu la position qu'on peut avoir toute la journée au travail. C'est pareil pour quelqu'un qui est toute la journée assis, le fait de s'allonger et s'étirer, ça va être un mouvement compensatoire. Tout ce qui sont des mouvements tout simplement avec des muscles qui vont être antagonistes aux muscles qu'on a utilisés dans la journée. Des mouvements antagonistes, ça veut dire quoi en français de tous les jours? Désolé, je ne devais pas utiliser ces mots comme ça. Si, c'est important donc, parce qu'on les entend. Au niveau de l'articulation, on va avoir toujours des muscles agonistes et antagonistes. Donc, ils vont être toujours deux puissances dans une région qui vont faire que on est dans une période très difficile maintenant en Europe. Donc, c'est deux puissances qui ont la même grandeur et qui vont éviter que la guerre commence, tout simplement. Donc, c'est dans une articulation, on va avoir deux types de muscles qui vont être ici pour empêcher tout simplement, par exemple, le bras de partir en extension. On va avoir le biceps qui va tenir. Et pareil, pour empêcher de se mettre une claque, on va avoir les triceps qui vont empêcher ça. Donc, c'est pour ça on parle de muscles agonistes et antagonistes. Et en général, il faut avoir un équilibre entre les deux. La plupart d'entre nous, comme on n'a pas trop ces connaissances-là,
Par exemple, on peut aller dans une salle de musculation. La plupart des garçons, ils vont faire des pectoraux et des biceps. Et bah, c'est pas bon. Parce qu'on va avoir des déficits après au niveau articulaire, au niveau des épaules, qui vont être dus tout simplement à ce travail qui va être fait que pour la chaîne antérieure et surtout pas pour la chaîne postérieure. Donc ça peut amener À des pathologies très, très graves. malgré le développement. Exactement, malgré le développement musculaire, Ouais. mais c'est quelqu'un qu'on va aimer bien le voir que de face, pas de dos. D'accord. Dans le cadre du travail, est-ce que vous parliez de pause, est-ce qu'on peut intégrer des sortes de pauses actives comme ça? Oui. Ça serait quelle fréquence sur une journée de quelqu'un qui est au bureau? Bah, je pense que tous les 1 heure et demie, il faut impérativement se lever et bouger, impérativement. Parce que déjà, le fait de rester assis et pas bouger, on aura à la fois des problèmes circulatoires et aussi tout simplement d'attention. Donc le fait de se lever, faire une activité physique ou marcher tout simplement, s'aérer, ben, on peut tout simplement après revenir et être beaucoup plus concentré sur ce qu'on a à faire. Quels seraient les signes précoces, vraiment les signaux faibles, qui pourraient nous amener, peut-être si on ne fait pas attention, vers des troubles musculo-squelettiques sur des gens qui travaillent au bureau en posture fixe comme ça, ou du personnel soignant par exemple, qui Je parlais au début, je vous ai dit, c'est tout simplement c'est la c'est la connaissance de soi, savoir exactement quand je suis fatigué, comment je me sens, quand je suis capable de faire certaines choses ou non. C'est pareil, le corps, il va vous lancer toujours, il va vous allez avoir des nuits qui vont être beaucoup plus courtes et très difficiles, vous allez avoir des douleurs qui vont se réveiller pendant la nuit. En général, la plupart des douleurs tendineuses ou ligamentaires, ils vont être très visibles pendant la nuit, très visibles, très sensibles. très sensibles Oui. pendant la nuit, et tout simplement après une période de repos, vous restez, vous avez une tendinite d'Achille par exemple, vous restez une demi-heure assis pour vous lever et pour partir, bah, les premières minutes ils vont être assez difficiles. Et pendant la nuit, pareil, si vous avez des problématiques tendineuses ou ligamentaires, vous allez les sentir, ça va vous réveiller. Aussi les pathologies inflammatoires, c'est pareil, vont vous réveiller pendant la nuit. C'est pas pendant la journée, peut-être qu'avec le temps, ça va être difficile les premières 30-40 minutes après le réveil, et après petit à petit, le corps il va se mettre en marche et il y aura plus de problématiques. Par contre, pendant la nuit, bah, ils vont se réveiller, ils vont nous réveiller. Et donc c'est là-dessus qu'il faut faire très attention. Imaginons que je sois DRH d'une société, pardon, ou je sais pas, d'un EHPAD. Vous parliez tout à l'heure d'EHPAD. Quel serait le conseil que vous me donneriez pour prendre soin de mes équipes justement sur ça? Est-ce qu'il faudrait mettre un peu d'échauffement ou de réveil musculaire avant le service, pendant le service, après? Qu'est-ce qui... Bah, ça serait bien, mais est-ce que ça sera possible de le faire? Ça, c'est toujours bien. Après, on revient la culture et la connaissance de soi. Je pense que c'est des choses qu'on peut faire tout seul à la maison. Au moment qu'on se réveille, même si je suis passé par là avec des enfants en bas âge, qu'il faut les réveiller, il faut les donner à manger, les changer et partir avec eux à l'école. C'est très difficile, mais à un moment donné, il faut prendre le temps pour soi, peut-être se réveiller un petit peu plus tôt et faire ces petits mouvements à la maison. Or, au travail, c'est très bien de le faire, mais c'est beaucoup plus difficile à mettre en place. Après, pendant le temps de travail, oui, c'est très bien de pouvoir mettre en place exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, des mouvements compensatoires. Tout simplement avoir un tapis et pouvoir faire des petits mouvements d'étirement sur un tapis pendant 10-20 minutes, c'est très bien. Est-ce que c'est possible de le faire? Ouais, vous disiez se lever un peu plus tôt pour pouvoir faire un peu d'activité physique. 10-20 minutes suffisent? Oui, largement. 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 Donc plutôt quoi? Des étirements, un peu de renforcement musculaire, du gainage? Qu'est-ce que...
On peut avoir une routine. Moi, je parle toujours d'une routine. Mes patients, je leur explique que tout le temps, dès qu'on a une pathologie, il faut mettre en place une routine. Que ce soit mes patients qui sont sportifs de haut niveau ou mes patients qui font tout simplement une activité physique régulière ou pas à la maison. Il faut avoir toujours une routine. Quand on a une pathologie, les sportifs de haut niveau, je leur explique tout simplement que avant que tout le monde arrive sur le parquet, par exemple, pour le handball, avant que tout le monde arrive sur le parquet, le sportif il doit arriver, faire sa routine en dehors de tout travail avec le collectif. Pareil, quelqu'un qui travaille dans un EHPAD ou ailleurs, il doit avoir une routine personnelle, tout simplement pour éviter de se faire mal. Et cette routine-là peut avoir à la fois donc le travail d'étirement, le travail de renforcement musculaire ou travail aérobe, tout simplement le matin de faire, et c'est très bien. Donc ça fait partie d'une hygiène de vie. Exactement. C'est au-delà simplement des conditions de travail. Exactement. Ça continue même qu'on ne travaille plus à la retraite. Exactement. Mais c'est ce que j'explique à mes patients retraités, jeunes retraités, c'est qu'ils doivent continuer à avoir une routine. Ils doivent continuer à se lever à la même heure tous les matins. Ils doivent continuer à avoir une activité, que ça soit physique ou non, tout au long de la journée et ne pas rester sans rien faire. Plus on garde cette routine-là, c'est primordial. Pour bien vieillir, pour bien vieillir, c'est essentiel d'avoir une routine. Vous parlez tout à l'heure d'hygiène de vie. Est-ce que dans cette hygiène de vie, l'alimentation, l'hydratation a une place importante? Très importante. Très importante. Comme j'ai dit au début, ils sont étroitement liés. La nutrition avec l'hydratation et l'activité physique. On ne peut pas les dissocier. Et bien sûr, le temps qu'on prend pour se reposer. Tout c'est dans le repos, l'activité physique, la nutrition et l'hydratation, ça doit être étroitement lié. Donc l'hydratation, c'est quelle quantité Est-ce que boire je sais pas, je vais faire le naïf, mais boire des sodas, des jus de fruits ou de l'eau, c'est pareil? Non, c'est pas du tout pareil. Non, vraiment? Non. Est-ce que boire une boisson c'est boire une boisson acidulée une fois, je sais pas, une fois par semaine, pourquoi pas, si on a vraiment. Mais non, interdit. 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 Pas de sucre rapide comme ça. Interdit. Donc de l'eau? De l'eau, tout simplement de l'eau. Et quelle quantité par jour? Ça dépend de chacun d'entre nous. Après, on peut pas donner une quantité, tout simplement parce que il y a différentes pathologies. Et si on connaît pas le patient, la personne avec qui on parle, par exemple, vous avez des pathologies du cœur qui sont un petit peu, ils ont pas trop le droit de boire beaucoup d'eau. Donc c'est pareil, il faut faire très attention à ce qu'on dit et on fait attention aussi à la taille de la personne et le gabarit de chacun d'entre nous. Donc on va pas boire tous les deux, par exemple, la même quantité d'eau. Ça dépend aussi de ce qu'on fait dans la journée. Si on fait une activité physique, oui, on va être obligé de boire un petit peu plus avant, pendant et après. Donc on n'aura pas la même quantité d'eau une journée qu'on fait une activité physique et la journée où on fait pas une activité physique. Mais en dessous d'1,5 litre, je pense pas que ça existe. Je pense pas. C'est minimum. C'est minimum. Mais c'est tout au long de la journée. Oui, Sauf que, en général, on boit le matin, le midi et le soir. Il y en a très peu d'entre nous qui vont avoir une bouteille ou une tasse pour pouvoir boire tout au long de la journée sans avoir soif. C'est obligatoire. Dès qu'on a soif, c'est qu'on est vraiment cuit. C'est trop tard. C'est trop tard. On est déjà déshydraté. Exactement. Donc faut boire pour ne pas avoir soif. Exactement. Ouais. Surtout maintenant que la chaleur arrive hélas, à Orléans. On a, vous parlez des muscles, le lien entre protéines et muscles. On a besoin de la protéine pour créer du muscle. Et donc il faut impérativement être dans notre alimentation. Il faut que notre alimentation soit
diverses, Diversifié, ouais. diversifiées, et on doit avoir un apport protéique assez important. Et ça dépend, pareil, c'est en fonction de notre poids. Il y a différentes recherches qui ont été faites. Il y en a qui parlent du poids de masse maigre, donc masse active, et d'autres tout simplement le poids de la personne. Mais en général, il faut un minimum d'1 gramme de protéines par kilo de corps par jour, un minimum. Donc, si on pèse 60 kilos, 60 grammes de protéines. Minimum. Minimum. Ouais. Ouais. Et en vieillissant, j'ai lu récemment qu'en vieillissant, il fallait augmenter un peu cet apport pour compenser la fonte musculaire. Ben, la fonte musculaire, elle vient tout simplement avec l'âge parce qu'on diminue notre activité physique. Ah, c'est lié à ça. Ben, on ne peut pas produire du muscle tout simplement en mangeant. Sinon, Oui, on oui, était oui. tous d'Arnold Schwarzenegger en restant à la maison et en mangeant des protéines. Si on n'a pas l'activité physique à côté du fait qu'on mange de la protéine, ben, qu'on consomme de la protéine, ben, on produit pas. Le muscle ne se produit pas tout seul en mangeant de la protéine. Et c'est vice versa. Tous les deux sont étroitement liés. Donc, il faut impérativement faire de l'activité physique pour pouvoir produire du muscle. Et si on n'a pas assez de protéines, ben, on va pas produire du muscle. Le muscle, la protéine, c'est tout simplement leur brique. Quand on construit une maison, ben, c'est les briques, tout simplement, qu'on va mettre pour construire. Si on n'a pas les briques, ben, on va pas pouvoir construire. Et après, il y a d'autres éléments qui vont faire le lien. Et donc, il faut avoir une alimentation diversifiée et assez riche en protéines pour pouvoir développer et au moins maintenir notre masse musculaire à partir d'un certain âge. Oui, c'est important. Vous m'aviez parlé un jour d'une comparaison avec un coffre de voiture, des valises à charger. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer ça, en fait? On parlait à ce moment-là du problème du mal de dos. Ouais. Et en faisant du port de charges lourdes, et vous m'aviez donné un exemple. Oui, parce que tout simplement, le fait, je vous ai donné cet exemple-là, tout simplement pour avoir la vision de exactement comment on enlève un bagage qui se trouve dans le coffre d'une voiture, surtout quand on part en vacances, d'avoir des coffres qui sont assez longs, oui. assez profondes. Donc, si on est pas assez tonique et qu'on va se pencher en avant et qu'on va tirer tout simplement avec le dos parce qu'on n'a pas de tonus au niveau de la main, de la préhension, on n'a pas de tonus au niveau des bras, on n'a pas de tonus au niveau de l'épaule, ben, on va être obligé tout simplement à faire un travail avec le dos et c'est là que le dos, il va prendre très, très cher dans ce mouvement-là. Oui, d'où l'importance d'avoir un tonus musculaire. Exactement. Et donc, pour l'avoir... Global. Un tonus musculaire global. Donc, on va pas être obligé de travailler que le dos et les abdos pour ne pas avoir mal au dos. Il faut tout simplement développer globalement tous les muscles du corps ou au moins l'entretenir et avoir un tonus global très bon. Ce qui fait que quand on travaille dans des situations où il faut porter des charges lourdes, ou par exemple, vous parliez de retourner un patient dans un lit, dans un EHPAD, il faut avoir un tonus musculaire, mais sur tout le corps, pas simplement les bras ou... Tout. Et tout simplement pour préserver notre santé et avoir aussi la bonne posture, parce que c'est pas tout simplement le fait d'être solide, parce que même les gens qui sont très musclés, ils vont se faire mal, mais avoir aussi une bonne position. Et comme je vous expliquais avec le coffre, on évite de mettre les genoux sur le pare-choc de la voiture parce que c'est sale, mais le mieux c'est que ça. C'est quand même se salir les genoux. Se salir les genoux, c'est obligé. Ça veut Ou dire... sinon mettre l'autre main, la main opposée, la mettre à l'intérieur du coffre pour avoir un appui. Pour prendre un appui. Ouais. Ouais. Ça veut dire qu'il faut une éducation à tout ça. C'est pas intuitif. Une culture, une éducation. Ouais. On l'a pas vraiment, cette éducation. Non. Comment on fait alors pour l'acquérir? Aller chez les kinés. Il faut aller chez le kiné. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut aller chez un kiné sans venir en ayant mal. On dit, je n'ai pas mal, je vais plutôt bien, et je viens vous voir pour continuer à aller plutôt bien. Exactement.
Oui, Exactement. ça serait une bonne idée. Ce sera une bonne idée. Normalement, là, maintenant, avec avec la nouvelle loi RIST, Oui, mais je ne sais pas quand elle va être, elle va être mise en place. On pourra y aller chez le kiné en première intention sans passer le médecin, par le médecin. On ne connaît pas très bien pour l'instant euh, on n'a pas eu vraiment une une information sur ça. information sur ça, mais on peut y aller chez le kiné et faire apprendre tout simplement à bouger. D'accord, donc si moi je décide de venir vous consulter en disant voilà, je vais plutôt pas trop mal, j'aimerais que ça continue et même que ça aille mieux, je vais pas voir mon médecin, je peux quand même venir aujourd'hui vous rencontrer et vous Oui, consulter. oui. D'accord. Et là, vous allez m'expliquer tout ce que je fais mal et qu'il faudrait améliorer, tout ce que je fais pas et qu'il faudrait commencer à faire Exactement. pour bien vieillir. Exactement. D'accord, merci. Merci pour cet Avec entretien. plaisir. On se retrouve dans un instant pour les questions des participants. Voilà, deuxième partie de cet entretien, les questions des participants. Alors, Martine vous demande si on ne peut pas consacrer 30 minutes d'activité physique d'affilée à suivre, parce qu'il y a la journée de travail, etc. Est-ce que bouger 3 fois 10 minutes dans la journée, c'est autant bénéfique que faire 30 minutes? Ça peut être bénéfique 3 fois 10 minutes dans la journée. Après, ça dépend de ce qu'on va faire. Si on va faire tout simplement de l'exercice physique type étirement, gainage ou renforcement musculaire, pourquoi pas. Par contre, si c'est une activité physique du type aérobe, C'est bah, quoi ça, aérobe? le travail cardio-respiratoire, par exemple la course à pied, le vélo, le rameur, ça, 10 minutes, c'est très peu. Il faut au moins 20 minutes. Il faut au minimum 20 minutes. En général, on demande à nos patients qui ont des problèmes cardio-respiratoires, tout simplement de faire 30 minutes par jour. D'activité comme ça. L'activité physique cyclique. Donc, cyclique, ça veut dire faire la même chose sur le vélo, comme je vous ai dit, Une routine. vélo, rameur, vélo elliptique, course, natation. Natation aussi, oui. Oui. Ouais. Est-ce qu'il faut faire... Marche rapide. Marche rapide. Marche rapide, c'est quoi? C'est 4 km/h, 5 km/h? Ah non, plus que ça. C'est combien marche rapide? Ça dépend de chacun d'entre nous. Hein. Une personne âgée, 70 ans, Mais mettons quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans. 5,5, 6. 5,5, 6? Au minimum. Sur le plat, hein. Sur le plat, oui. Voilà. En descente un peu plus vite. Ouais. Marche rapide, combien de temps? Ça serait bien. On parle des 10 000 pas par jour. 30 minutes. Bon, restons à 30 minutes. Les 10 000 pas par jour, ça va être difficile parce que sur une distance, on va dire de 6 km, tous les deux, on va pas faire le même nombre de pas. Ouais. Donc, les pas... Oui, c'est un indicateur comme Les ça. 10 000 pas dans la journée, on peut les faire, par exemple, quand vous travaillez ici, les locaux sont assez grands, tout simplement y aller chercher, vous mettez les imprimantes tout au fond très de loin. Très, très loin. Vous pouvez les faire, sauf que ça va pas être quelque chose à la suite. Oui. Ça va être des petits mouvements tous les 10 minutes, tous les 20 minutes. Mais, donc ça va pas être bénéfique au niveau de cardio-respiratoire. On voit fleurir avec le développement de la téléphonie mobile, on voit beaucoup d'applications à télécharger comme ça sur le téléphone qui font des suivis d'activité physique avec des programmes où on peut varier l'intensité, la durée. Quel est votre avis sur ça? Est-ce que ça peut être une bonne reprise avec l'activité physique si on n'a pas forcément le temps d'aller dans un club? Oui, c'est très bien de le faire. Après, c'est très important de trouver son bien-être. Parce qu'à la fin, on doit trouver son bonheur, son plaisir dans l'activité qu'on fait. Si c'est quelque chose qui est imposé et je me dis, oui, je veux commencer la boxe, mais je le fais pendant une semaine et après ça va se finir. C'est comme les mois de septembre quand tout le monde revient de vacances et tout le monde va s'inscrire dans une salle.
et ils vont y aller un mois et après ça sera fini. Et c'est pareil maintenant, vous allez dans une salle de musculation, bah, ça sera plein jusqu'à fin juin parce que tout le monde va faire ce que vous voulez faire tout à l'heure. Pour préparer Vous l'été. préparez l'été. Sauf que c'est pas suffisant, c'est quelque chose qu'on doit suivre tout au long de l'année. Et donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut impérativement trouver son bonheur là-dedans. Il faut aimer ce qu'on fait, il faut être capable de trouver le bénéfice et ne pas le faire tout simplement parce que je veux maigrir, je veux être en bonne santé. Oui, ok, sauf que l'activité qu'on va faire, ça doit nous procurer au moins du plaisir. Si c'est pas tout de suite, au moins petit à petit dans la pratique, doit nous procurer ce plaisir-là. Mmh. Est-ce qu'il y a un conseil pour les personnes qui n'auraient pas beaucoup de temps et qui, par exemple, le week-end, vont faire une séance de footing quand même assez longue, je sais pas, 1 heure et demie, et ils ne font rien dans la semaine en activité physique, mais beaucoup le week-end parce qu'ils ont plus de temps. Est-ce qu'il y a un risque ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de ménager 1 demi-heure, 3 fois par semaine? Les risques sont beaucoup plus grands au moment qu'on on fait rien d'une semaine et après on se dit, bah, je ferai une sortie longue ce week-end. Non, les risques de pathologie tendineuse est très, très, très élevé là-dessus. Sinon, Sur les tendinites, ouais. il faut impérativement habituer le corps à travailler. Si on fait rien pendant une semaine et après on va sortir 20 kilomètres dans le week-end, peut-être 2 fois 20 kilomètres, Mmh. bah, bonjour les Les dégâts. dégâts. Ouais. 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 Non, le mieux, c'est d'avoir quelque chose qui est au minimum 3 fois par semaine. Sinon, tous les jours, une trentaine de minutes tous les jours. Mmh. Il y a Carole qui nous dit qu'elle a un poste RH et donc assez statique et l'imprimante est pas à côté de Carole. Donc en raison de la charge mentale importante, Carole rentre chez elle fatiguée et dit qu'elle n'a pas le courage de faire une activité physique. Ça m'amène la question, l'activité physique, souvent dans notre culture, on la fait le soir après une journée de travail. Et quand on va faire de l'activité physique comme ça le soir, ça nous met plutôt en énergie, on retrouve de la vitalité, on a du mal à se coucher tôt, on peut avoir un déficit de sommeil. Est-ce que se lever, vous parliez tout à l'heure de se lever 1 demi-heure plus tôt, peut-être le matin, Ou est-ce prendre que, son temps entre midi ou le et midi, 14 heures. Parce qu'en France, on est censé prendre ce temps-là entre midi et 14 hmm, heures pour manger et manger moins et faire une activité physique. Je vous dis, 30 à 45 minutes, ça suffit largement par jour à faire une activité physique. Ou on le fait le matin, ou on le fait à midi ou le soir, ou il faut trouver le moment où on peut le faire. C'est sûr, mais après, il faut, comme je dis, il faut trouver son bonheur dans l'activité qu'on fait. il faut qu'il y ait du plaisir. Il faut qu'il y ait du plaisir. Si on n'a pas de plaisir dans ce qu'on fait, même à la limite, quand on est avec un groupe de copains et le fait tout simplement de se retrouver avec les copains, ça nous fait plaisir. Donc j'y vais faire mon activité physique avec les copains. Mais il faut que ça procure de plaisir. Si ça procure pas de plaisir, ça va être très difficile. Donc on va se retrouver dans ce type de problématique où on arrive à la maison, où on est fatigué psychologiquement parce que physiquement on n'a rien fait dans Hmm. la journée, et on n'a pas envie de le faire. Un, parce qu'il fait pas beau dehors, hein, deux, où il fait trop chaud dehors. Et c'est jamais le bon On trouve moment. toujours des excuses pour ne pas le faire. Hmm. Le mieux, c'est de trouver le plaisir, trouver quelque chose et avoir un objectif. Hmm. Elle nous dit aussi qu'elle vient d'avoir 54 ans, qu'elle est aujourd'hui en surpoids, mais pourtant elle était plutôt très sportive auparavant. Elle vous demande ce qu'elle pourrait faire pour améliorer son état de santé et donc faire baisser un peu le surpoids. Est-ce que l'âge aussi complique les choses, c'est-à-dire que à 30 ans, le métabolisme n'est peut-être pas le même qu'à 50 ans. Et il y a l'andropause et la ménopause qui peuvent arriver, modifier le métabolisme. Est-ce qu'on prend plus facilement de poids à cet âge-là? Est-ce que l'alimentation, l'activité physique doivent être revues? On, moi, je suis contre le fait de mettre le poids avec la santé. Oui, le poids, ça peut être un élément qui peut nous perturber, sauf qu'on peut être en bonne santé avec une Eh, surcharge pondérale. pondérale due et liée surtout aux pathologies de la femme de plus de 50 ans, avec tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais tout simplement faire des sports. En général, quand on est
on a du charge pondérale, il faut éviter les sports qui sont pas des sports portés. La course à pied, je sais Il pas. faut éviter la course à pied. Il faut éviter la course à pied. On va pas commencer à 52 ans à faire de la course à pied en sachant que si on n'a pas couru pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans, on va commencer à 52 ans à courir et quand on a du surcharge pondérale. Il faut impérativement essayer des sports portés, la natation, le vélo, le rameur. Ce sont des activités, des exercices physiques qui peuvent aider à la fois tout simplement parce qu'avec le rameur, par exemple, c'est très bien pour les femmes et on va avoir un travail assez complexe et assez coûteux énergétiquement qui va être beaucoup plus bénéfique pour une femme pendant 30 minutes à faire du cardio sur un rameur que marcher ou courir. Oui, le rameur, quand même, ça fatigue par rapport à la marche. Oui, oui. Quand même. Hein. On va chercher quelque chose qui va nous ramener le plaisir d'avoir fait de l'activité physique en temps plus court. Une demi-heure où je marche. C'était sympa, mais je vois pas d'effet physique. Ouais. L'effet physique. À 70 ans ou 75, bon, non, encore plus tard. Parce que 80. À 70 ans, il y en a encore des gens qui font des choses bien, mais il faut trouver une astuce pour pouvoir avoir une activité physique assez intense dans un temps court. Vous parliez de cardio tout à l'heure, il faut faire attention à l'intensité du sport cardio, arriver, comme nous dit Carole, à la cinquantaine. Est-ce qu'il faut être vigilant à ça, à pas faire monter le cardio trop haut? Si on n'a pas fait de l'activité physique pendant un temps assez long, les premières semaines, ils vont être difficiles. Donc, le cardio va monter assez haut et assez vite. Donc, c'est pour ça que j'avais dit au début qu'il faut impérativement voir son médecin traitant et pour passer un test d'effort. On le fait où, ça, le test d'effort? En général, avec un cardiologue. C'est cardiologue. Ou un médecin de sport. Mais il faut impérativement passer par son médecin traitant pour avoir la prescription. Le feu vert. Ouais. Pour passer. Et donc ça, il faut aller après, il faut commencer petit à petit et avec des séances courtes et plus souvent, ou tout simplement y aller tout doucement pendant une demi-heure. Et la fréquence cardiaque, ça doit être quelque chose qui doit nous alerter. Mais c'est encore une fois, c'est une problématique il faut connaître, il faut savoir, il faut être éduqué. Ça va être difficile de partir comme ça tout seul. Les yeux fermés. Les yeux fermés là-dessus. Surtout à cet âge-là. Ouais, justement, Carole vous demande en fait le temps, la fréquence pour faire du rameur, par exemple, toutes les semaines, combien de séances? On peut les faire tous les jours, il n'y a pas de problème. Tous les jours, on peut. Tous les jours pendant une demi-heure. Après, ce que j'explique à mes patients qui sont dans qui ont cette problématique-là, si on trouve son plaisir dans une activité physique, on peut la faire tous les jours. Problématique, c'est que si on ne trouve pas le plaisir, il faut vraiment changer les plaisirs dans la semaine. Nager, si on aime nager, et on a aimé nager il y a 20 ans, on peut y aller une fois ou 2 fois par semaine nager, faire de rameur 1 fois ou 2 fois par semaine, marcher la 5e journée. On peut varier comme ça. On peut varier les activités physiques, il n'y a pas de problème. Et c'est important que ça soit pas simplement une contrainte, exact. mais un plaisir. Ouais. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là, sur cette notion d'activité physique et de plaisir, parce que ça me paraît important. C'est très important. C'est essentiel. C'est primordial. Ouais. Le plaisir. Tout à fait. Merci beaucoup. Avec plaisir.